3 ans après son divorce, Pascal Bataille finit par admettre ce que beaucoup croyaient avoir compris. Mais ce que l'on prenait pour une confidence fracassante n'était peut-être pas la révélation que l'on attendait. Car autour de lui, tout semblait invité aux suppositions. Une discrétion sentimentale presque absolue, une complicité masculine exposée au grand jour dans sa vie professionnelle, une manière d'esquiver les étiquettes, et surtout ce mélange rare de force et de fragilité qui intrigue toujours davantage lorsqu'il émane d'un homme de télévision ayant passé sa vie à raconter les émotions des autres. Pascal Bataille appartient à cette génération d'hommes médiatiques qui ont façonné une certaine télévision française, une télévision d'émotions, de confidences, d'intuition, parfois moquée, souvent imitée, jamais vraiment oubliée. Né à Bordeaux le 25 janvier 1960, formé à la littérature, à la philosophie et au journalisme avant d'entrer dans le monde des médias, il n'a jamais été un simple animateur surgi de nulle part. Son parcours, au contraire, porte la marque d'une construction intellectuelle solide, presque inattendue pour un homme que l'on a parfois réduit à la télévision du sentiment. Derrière le visage connu du petit écran, derrière les grandes émissions populaires des années 1990 et 2000, il y a toujours eu un tempérament de stratège, un créateur, un producteur, un entrepreneur, un homme capable de penser le récit autant que de le mettre en scène. Le grand public l'a vu s'imposer aux côtés de Laurent Fontaine, son alter ego médiatique, dans des programmes devenus emblématiques comme Y a pas photo ou Y a que la vérité qui compte. Ensemble, ils ont incarné une mécanique redoutable, celle d'une télévision qui comprend que les téléspectateurs ne regardent pas seulement des concepts, mais des visages, des blessures, des retrouvailles, des attentes, des vérités suspendues. On a souvent caricaturé cette télévision comme une machine à faire pleurer. On l'a parfois regardée avec condescendance, comme si parler d'intimité, d'amour, de famille déchirée ou de secrets révélés revenait à faire un art mineur. Pourtant, Pascal Bataille n'a jamais semblé totalement renier cette couleur-là. La critique a pu l'agacer, certes. Elle a pu parfois le blesser. Mais au fond, a-t-il vraiment voulu changer? Ou a-t-il considéré que cette manière de raconter les êtres, avec leurs fissures et leurs débordements, constituait précisément sa signature? Chez lui, on sent moins le regret d'avoir fait cette télévision que la conviction d'y avoir imprimé une marque singulière. Et c'est peut-être là que commence le vrai paradoxe, Pascal Bataille. Car cet homme qui a tant contribué à exposer les vérités des autres a longtemps protégé la sienne avec un soin presque farouche. Sa vie sentimentale, pourtant, n'a jamais cessé d'intéresser. Il y a d'abord eu Bénédicte, sa première épouse, avec laquelle il a eu 2 fils, Théo et Tristan. Puis il y a eu cette seconde grande histoire, sans doute l'une des plus structurantes de son existence d'adulte, celle vécue avec sa deuxième épouse, architecte d'intérieur, une femme avec laquelle il a partagé 25 ans de vie et construit une famille avec 2 autres fils, Tim et Talal. 25 ans. À l'échelle d'une existence publique, ce n'est pas une parenthèse, c'est une époque entière. Une maison, des habitudes, des combats, des compromis, une mémoire commune. Même après la rupture, Pascal Bataille n'a jamais parlé de cette femme comme d'un chapitre refermé avec amertume. Bien au contraire, il a continué à la désigner comme sa plus grande amie, comme un soutien essentiel, notamment dans la période la plus noire de ces dernières années. C'est là que le récit prend une profondeur plus grave. Car derrière les suppositions sur sa vie privée, derrière les curiosités un peu légères du public, il y a eu un combat autrement plus brutal, autrement plus intime, autrement plus décisif. En décembre 2024, Pascal Bataille annonce publiquement qu'il souffre d'un cancer du poumon, diagnostiqué 2 à 3 mois plus tôt. L'annonce tombe comme un coup sec. Il parle alors d'un combat qu'il menait déjà depuis plusieurs mois, dans une relative discrétion. Pas de grande mise en scène, pas d'exploitation mélodramatique, pas de confession interminable sur plateau. Juste la parole d'un homme qui choisit, à un moment précis, de ne plus laisser la rumeur ou l'opacité s'installer à la place des faits. Puis, en mars 2025, il explique avoir été opéré, avoir subi l'ablation d'une partie du poumon et se trouver en phase de rémission après les traitements. Pour celui qui avait bâti sa carrière sur l'exposition des émotions des autres, il y avait quelque chose de presque vertigineux à entendre cette parole retenue, sobre, presque dépouillée. Et alors, une question s'impose, presque malgré nous. Qui était à ses côtés dans cette épreuve?
Qui accompagnait les heures d'attente, les angoisses sourdes, les examens, les silences de la préopération, cette fatigue lourde qui s'abat sur un corps obligé soudain de compter chacun de ses souffles? Beaucoup auraient voulu voir surgir un nouvel amour, une présence mystérieuse, une figure romanesque venant donner enfin une forme spectaculaire à ce que les rumeurs racontaient déjà. Mais la vérité semble moins sensationnelle et plus humaine. La personne qui l'a soutenu avec le plus de fidélité fut cette ex-épouse restée son amie la plus proche, cette femme avec laquelle il avait partagé 25 ans de vie. Comme si, au milieu des ruines apparentes d'un mariage terminé, subsistait encore le noyau le plus solide, l'attachement profond, débarrassé de l'obligation conjugale, mais intact dans la loyauté. Parfois, les grandes histoires d'amour ne survivent pas sous la forme qu'on attend. Elles changent de nom, elles changent de place, mais elles continuent d'exister dans les gestes les plus concrets, les plus silencieux, les plus décisifs. Avant cela, il y avait eu Inès. Après 2 mariages brisés, Pascal Bataille avait retrouvé une forme de stabilité dans une relation qui a duré environ 5 ans. Cette histoire, achevée en mai 2023, a sans doute nourri l'idée qu'il cherchait encore, malgré tout, à reconstruire une intimité. Mais lorsqu'une relation se termine et qu'ensuite le silence s'installe, le vide public se remplit très vite d'hypothèses. Chez les célébrités, l'absence de récit vaut souvent invitation au fantasme. On scrute les présences récurrentes, les complicités affichées, les regards, les duos professionnels, les habitudes. On reconstruit des scénarios. On plaque des catégories. On veut absolument conclure quelque chose. Le cas Pascal Bataille n'y a pas échappé. Pendant un temps, certains ont ainsi affirmé qu'il vivait une relation homosexuelle. Cette hypothèse, alimentée par l'intérêt constant porté à sa vie amoureuse, s'est installée dans certains commentaires comme une vérité en attente d'officialisation. C'est précisément là que le mot « aveu » devient dangereux, parce qu'il suppose qu'il y aurait eu mensonge, dissimulation, double vie, théâtre. Or, ce que Pascal Bataille a fini par confirmer, c'est exactement l'inverse de ce que les rumeurs prétendaient. Non, il n'est pas homosexuel. Non, la complicité que l'on a parfois lue de travers n'était pas une preuve cachée. Non, cette proximité ne relevait pas d'une relation amoureuse secrète, mais d'un lien professionnel et humain très fort. Ce qu'il admet, au fond, ce n'est pas une identité supposée, mais l'existence d'un malentendu ancien, entretenu par les regards extérieurs plus que par lui-même. Et dans ce renversement réside toute la mécanique du drame médiatique. Le public croit enfin obtenir une révélation, alors qu'il découvre surtout qu'il s'était trompé d'énigme. Mais pour comprendre la puissance de cette confusion, il faut revenir à la personnalité de Pascal Bataille lui-même. Il y a chez lui une douceur contrôlée, une politesse des sentiments, une façon de ne jamais se jeter dans la brutalité explicative. Il appartient à ces hommes qui ne surjouent pas la virilité pour rassurer qui que ce soit, et cette posture suffit souvent à déclencher les projections. Il y a aussi sa fidélité professionnelle, sa relation durable avec Laurent Fontaine, duo historique dont la complémentarité a marqué la télévision française. Dans une époque où l'on confond volontiers proximité et intimité, loyauté et sous-entendu, il n'en faut pas plus pour fabriquer des récits parallèles. Or, toute sa trajectoire démontre plutôt une constance dans l'attachement, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour, de famille ou de travail. Cette question de la fidélité, justement, traverse toute son histoire comme un fil douloureux. Car l'homme public, derrière la carrière, derrière les entreprises et les productions, porte aussi une blessure ancienne, d'une autre nature, infiniment plus profonde qu'une rumeur mondaine. Il y a eu dans sa vie une relation brisée avec son père. Des années de distance, d'incompréhension, de séparation intérieure. Et puis ce geste qui continue de le hanter. Ne pas avoir ouvert la lettre envoyée par son père avant la mort de celui-ci. Une lettre restée close. Un message condamné au silence. Une possibilité de réconciliation figée à jamais dans le papier non déplié. Peu d'erreurs pèsent autant qu'une erreur dont on ne connaîtra jamais l'issue possible. Ce n'est pas seulement le regret d'un acte manqué, c'est la torture d'une phrase qui revient sans cesse. Et si? Et si cette lettre avait contenu l'apaisement? Et si elle avait permis de refermer la faille? Et si, au lieu de rester un fantôme, cette relation avait pu redevenir humaine avant l'irréparable? On comprend alors pourquoi certains silences de Pascal Bataille
ne relève pas de la stratégie, mais d'une forme de mémoire blessée. Il sait mieux que beaucoup que les mots retardés peuvent devenir des absences définitives. Cette mélancolie n'est pas sans rapport avec ses combats de santé. Bien avant l'épreuve du cancer du poumon, il avait déjà dû faire face à une autre violence du corps, un neurinome de l'acoustique, une tumeur bénigne du nerf auditif. L'intervention chirurgicale, si elle a permis de traiter le problème, lui a laissé des séquelles lourdes. Il a perdu totalement l'audition de l'oreille gauche. Et surtout, il souffre depuis des décennies d'acouphènes, ces bruits fantômes qui ne vous quittent jamais vraiment, cette présence sonore sans source, cette persécution intime que les autres n'entendent pas, mais qui envahit tout. Vivre avec un acouphène chronique, c'est habiter un monde où le silence n'existe plus. C'est être condamné à une cohabitation permanente avec une nuisance invisible. Ce détail médical, souvent relégué au second plan face aux mots plus spectaculaires de cancer, en dit pourtant long sur la résistance psychique de l'homme. Il faut imaginer ce que signifie construire une carrière médiatique. Parler, écouter, négocier, créer, vivre en société, tout en portant dans un coin du corps cette alarme incessante. Il y a dans cette endurance-là quelque chose d'extrêmement révélateur. Peut-être est-ce pour cela que l'annonce de son cancer, en décembre 2024, a pris une tonalité particulière. Ce n'était pas le premier affrontement avec la fragilité. Ce n'était pas le premier appel brutal que le corps, un jour, se rebelle. Mais c'était, de toute évidence, l'épreuve la plus grande. Pascal Bataille a mené cette bataille dans la discrétion, comme s'il savait que la maladie transforme les regards, comme s'il refusait d'être réduit à son statut de patient célèbre. Le cancer du poumon porte, en plus, une charge symbolique singulière. Il touche à la respiration, c'est-à-dire au mouvement même de la vie, à cette mécanique élémentaire dont on ne prend conscience que lorsqu'elle vacille. Être amputé d'une partie du poumon, c'est aussi se confronter physiquement à la perte, à la sensation que quelque chose en soi ne reviendra pas. Et pourtant, au lieu de théâtraliser son malheur, il a choisi une parole mesurée. Ce choix-là, dans un paysage saturé d'exhibitions, dit aussi quelque chose de sa dignité. Autour de cette maladie, un autre détail a frappé les observateurs. Le fait que son ex-épouse avait elle aussi été confrontée à cette même pathologie quelques années auparavant. Comme si leur trajectoire, même séparée par le divorce, continuait d'avancer en miroir, dans une étrange fraternité du réel. Cela donne à leur lien une profondeur que les catégories habituelles peinent à saisir. Ex-femme, amie intime, soutien majeur, compagne de route dans la souffrance. Aucun mot n'épuise vraiment la complexité de cette relation. Et c'est peut-être cela, au fond, que Pascal Bataille finit par avouer, sans employer forcément ce terme. Pas une orientation sexuelle secrète, pas une idylle cachée, pas un retournement spectaculaire, mais quelque chose de plus troublant pour le public. La vérité des liens adultes est rarement simple. L'amour ne disparaît pas toujours avec le divorce. Il se transforme. Il devient soin, présence, fidélité autrement nommée. Il devient la personne qui reste quand tout le reste s'éloigne. Pourtant, la curiosité autour de son nouvel amour n'a jamais vraiment disparu. Sans doute parce que la société supporte mal les figures sentimentales inclassables. Un homme séparé, discret, entouré, digne, qui ne s'empresse pas d'afficher une romance de remplacement, dérange davantage qu'un homme exposant immédiatement une nouvelle conquête. Il résiste au récit attendu. Il déçoit l'appétit de feuilleton. On veut savoir qui partage ses dîners, ses week-ends, ses nuits, ses peurs, ses projets. On veut pouvoir rebaptiser sa vie. Mais peut-être que la vérité est moins démonstrative. Après 2 mariages, après une longue relation avec Inès, après la maladie, après les opérations, après les remises en question imposées par le corps, Pascal Bataille n'a peut-être plus éprouvé le besoin de mettre sa vie affective au service de la lisibilité médiatique. Il y a une forme de maturité presque déroutante dans cette retenue. Comme si, arrivé à un certain âge, après tant d'épreuves, on cessait d'organiser sa vérité pour la consommation extérieure. Sa trajectoire professionnelle, elle aussi, mérite qu'on s'y attarde, tant elle contredit l'image parfois simpliste que l'on se fait de lui. Pascal Bataille n'est pas seulement un homme d'antenne,
Il a aussi été président de l'Euribel et du groupe Unimédia, et il est aujourd'hui président de la société de production Côté Prod. Il a également développé des activités dans les affaires, notamment la production et l'hôtellerie. Ce versant entrepreneurial dit beaucoup de sa manière d'habiter les médias, non comme un simple interprète interchangeable, mais comme un homme qui pense en producteur, en bâtisseur, en organisateur de récits et de structures. Il sait ce qu'est l'image, mais il sait aussi ce qu'est l'envers de l'image, la fabrication, le risque, l'investissement, les arbitrages, les échecs qu'on ne montre pas. Et des échecs, il en a connu, bien sûr. Non pas seulement des revers d'audience ou des changements d'époque médiatiques, mais des glissements plus subtils. Être associé à une télévision dont une partie du milieu a voulu se moquer, traverser les mutations du paysage audiovisuel, voir les goûts du public changer, sentir que l'on devient, pour certains, le symbole d'un style révolu. Il aurait pu chercher à se réinventer radicalement, à effacer ce passé, à adopter une posture défensive ou méprisante. Mais ce n'est pas ce qui ressort de son parcours. On a plutôt l'impression d'un homme qui accepte d'être ce qu'il a été, sans s'y enfermer, et qui considère que cette télévision émotionnelle faisait partie de son identité profonde. Comme si, au lieu de fuir cette étiquette, il en avait assumé la part de vérité. Parler des sentiments, des secrets, des familles, de l'amour et de la douleur n'a jamais été une activité indigne. C'était même pour lui une façon de prendre le pouls d'une société. Cette cohérence donne une lumière particulière à sa parole sur sa vie privée. Lorsqu'il affirme qu'il n'est pas homosexuel et que la relation évoquée n'était qu'une relation de travail très proche, il ne répond pas seulement à une rumeur. Il redessine les contours de son rapport au regard public. Il rappelle d'une certaine manière que la proximité entre deux hommes n'a pas besoin d'être sexualisée pour exister. Il défend aussi la possibilité d'une amitié forte, d'un compagnonnage professionnel intense, sans double lecture imposée. Et surtout, il reprend le contrôle du récit. Pendant des années, d'autres ont parlé à sa place, ont projeté, ont supposé. En clarifiant les choses, il n'offre pas un scoop. Il retire au soupçon son pouvoir d'occupation. Mais réduire Pascal Bataille à ce démenti serait une erreur. Ce qui bouleverse davantage dans son histoire, c'est le contraste permanent entre ce que le public croit voir et ce qu'il vit réellement. On a voulu lire un secret de désir, là où il y avait surtout de la fidélité. On a voulu chercher un scandale, là où il y avait un homme en convalescence. On a voulu traquer un aveu spectaculaire, là où il y avait, en réalité, le besoin plus humble de remettre de l'ordre dans les interprétations. Pendant que certains commentaient sa vie amoureuse, lui se battait contre une maladie grave. Pendant que d'autres spéculaient sur son orientation, lui composait avec une oreille perdue, des acouphènes incessants, la mémoire d'un père disparu et cette lettre jamais ouverte qui lui ronge encore l'esprit. C'est ce décalage qui rend son histoire si puissante. Pascal Bataille n'est pas le héros d'un simple récit people. Il est la figure d'un homme arrivé à cet âge où l'on ne peut plus tricher très longtemps avec soi-même. Ses divorces, ses amours, ses séparations, sa longue histoire avec ses enfants, son rapport à ses ex-compagnes, son amitié maintenue là où beaucoup auraient choisi la guerre, sa douleur filiale, ses blessures physiques, son cancer, tout cela compose un portrait infiniment plus dense que le fantasme d'un secret sentimental. Il n'y a pas chez lui la flamboyance tapageuse du personnage scandaleux. Il y a quelque chose de plus rare, une vulnérabilité maîtrisée, une pudeur lucide, une façon d'avancer en tenant ensemble les morceaux d'une vie qui a connu le succès, la critique, les ruptures et la maladie. Alors, qu'a-t-il vraiment admis 3 ans après son divorce? Peut-être ceci, que les apparences mentent mal, mais mentent quand même. Que ce que l'on croyait deviner n'était pas la vérité. Que la personne la plus importante dans son combat récent n'était pas une amante secrète, ni une révélation inattendue, mais une ex-femme restée essentielle. Que l'amour n'est pas toujours là où les voyeurs le cherchent. Que l'on peut sortir de 2 mariages, d'une rupture supplémentaire, d'une maladie grave, sans pour autant céder à la mise en scène d'une renaissance sentimentale prête à être consommée par le public. Et surtout, que l'on peut refuser d'être résumé par la rumeur la plus tenace. Au fond, l'histoire de Pascal Bataille raconte quelque chose de très moderne et de très ancien à la fois. Moderne parce qu'elle se déroule dans un monde saturé de commentaires,
où le moindre silence devient suspect et où la moindre proximité alimente une hypothèse. Ancienne parce qu'elle parle des mêmes tragédies humaines que toujours. Le père perdu, l'amour qui change de forme, la peur de mourir, le poids du regret, la difficulté d'être compris, le besoin de nommer enfin ce qui doit l'être. Il y a dans ce parcours une forme de noblesse discrète, presque désuète, qui ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais simplement à ne plus laisser les autres définir sa vérité à sa place. Après les plateaux, après les audiences, après les succès des années de grande exposition, après les critiques, après les entreprises, après les divorces, après Inès, après la maladie, après l'opération et la rémission, après la rumeur et son démenti, il reste un homme de 1960, né à Bordeaux, passé par les lettres et la philosophie, qui sait désormais que le temps n'accorde plus le luxe des malentendus prolongés. Il reste un père de 4 fils. Il reste un ancien époux lié autrement à celles qui ont compté. Il reste un professionnel fidèle à son style. Il reste un malade en reconstruction. Il reste un fils hanté par une enveloppe fermée. Il reste enfin un homme qui a compris qu'il fallait parfois parler, non pour se raconter davantage, mais pour empêcher qu'on raconte n'importe quoi. Pascal Bataille n'a peut-être pas offert au public l'aveu spectaculaire qu'il espérait. Il lui a donné quelque chose de plus dérangeant. Une vérité adulte. Une vérité où l'on peut aimer encore après le divorce, souffrir sans se mettre en scène, être entouré sans appartenir à la rumeur et porter en soi, pendant des années, des blessures bien plus profondes que celles que les tabloïds savent nommer. C'est moins tapageur sans doute, mais c'est infiniment plus humain. Et peut-être, au fond, infiniment plus bouleversant.